Hello à toi, moi c'est Maureen et bienvenue dans le podcast Oh les sœurs. Le concept ici, c'est la sororité. Avec respect et bienveillance, on se pose derrière un micro pour discuter entre femmes de notre quotidien et de nos expériences. Dans cette édition pro, j'ai décidé de donner la parole à des femmes qui travaillent ou ont travaillé dans n'importe quel domaine professionnel et qui ont des choses à raconter sur leur parcours. Pour rappel, ici on n'axe pas la discussion sur des dictates ou de la performance, mais plutôt sur des récits de vie, des retours d'expérience, des conseils à donner, des rêves à accomplir et des moments de fierté. Donc aujourd'hui pour cet épisode, j'accueille Jade au micro. Avec Jade, on se connaît déjà. On s'était rencontrés sur Twitter il y a longtemps, complètement par hasard. Et par un second heureux hasard, on s'est retrouvés à travailler ensemble dans la même entreprise pendant plusieurs mois. Cette pure coïncidence, moi, m'a toujours troublée et j'ai adoré être sa collègue sur ce poste. Jade, c'est une femme que je trouve extrêmement badass. Elle fait partie des collègues femmes qui m'ont grandement inspirée dans mon éclosion professionnelle. C'est donc un plaisir de l'accueillir dans mon podcast aujourd'hui. Comment tu vas, Jade? Salut Maureen, ça va, tu dis plein de gentilles choses sur moi, ça fait plaisir. Bah, avec plaisir, je suis trop contente de te recevoir ici. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour les gens qui nous écoutent, et qui ne te connaissent pas? Bah ouais, je m'appelle Jade Brocaire, donc j'ai 28 ans, je commence à avoir l'âge où il faut réfléchir à l'âge que j'ai avant de le dire. Euh, et c'est vrai qu'on est dans un podcast pro et j'essayais de réfléchir un petit peu à comment me présenter. J'ai toujours du mal à définir ce que je fais parce qu'en fait, je fais plein de trucs. On va dire que je suis consultante en com, graphiste freelance, prof et crêpière. Incroyable, j'adore, c'est trop bien. Est-ce que, tu aurais, peut-être, 3 adjectifs qui décrivent ta personnalité que tu pourrais nous donner, pour qu'on ait un aperçu plus global de qui tu es? C'est toujours difficile, je trouve, de choisir des adjectifs qui Ouais. soient pas trop prétentieux et pas non plus faux. Mais je pense que je suis une personne vraiment empathique, parfois à tort. Je ressens beaucoup les émotions des gens et je ressens ouais, très fortement les choses, on va dire. Ce qui me fait parfois défaut d'ailleurs dans le contexte pro parce que toutes les déceptions des supérieurs, toutes les critiques des clients, je les prends vraiment fort. Donc ouais, j'essaye de travailler là-dessus, de garder cette empathie sans pour autant tomber dans l'hypersensibilité, on va dire. Un autre adjectif, je dirais que je suis énergique quand même, surtout dans le contexte pro, mais après aussi dans la vie, je fais plein de trucs. Comme je le disais, j'ai 4 activités différentes. Mmh. Je me lasse vite, j'ai besoin d'être en mouvement et d'apprendre et de faire plein de nouvelles choses tout le temps. Et ensuite, un dernier adjectif, je dirais que je suis gourmande. Ça s'applique pas trop au contexte pro, mais vraiment la bouffe, le fait de manger, de bien manger, ça fait trop partie de ma vie et de mon quotidien. Donc je pense que c'est vraiment un adjectif qui me correspond. C'est trop bien, c'est ton petit côté, épicurienne, quoi. C'est ça, c'est Mais ça. t'inquiète, tu es pas la seule à m'avoir dit, genre, bien manger, gourmande dans les adjectifs, donc en vrai, c'est un truc, assez commun à plusieurs personnes, je pense, c'est trop cool. Et du coup, évidemment, moi, suite à ta présentation, j'ai envie de te poser la question de savoir où t'en es dans ta carrière pro et comment t'en es arrivé là, en fait, à avoir, cet univers un peu pluridisciplinaire. Et moi, ça m'intéresse vraiment sincèrement parce que je suis à un carrefour dans ma carrière pro où je me rends compte que faire un truc, ça m'ennuie. Et ce côté empathique dont tu as parlé, je suis totalement, dans cette situation-là aussi. Donc le commerce, le poste de commercial, ça m'a beaucoup abîmée aussi sur la durée. Donc ouais, je suis trop curieuse de savoir comment t'en es arrivée là et comment tu te sens aujourd'hui, Bah ouais, carrément, je comprends tout à fait. Déjà, le fait d'être super sensible et commercial, je sais pas comment tu fais, c'est vraiment un métier, Ah bah, j'ai arrêté. ouais, ah Donc ouais, moi je pourrais pas. Mais sinon pour répondre à ta question, déjà sur le côté pluridisciplinaire, j'ai toujours été comme ça, je crois. J'ai toujours été celle qui avait, 15, activités extrascolaires et d'une année à l'autre, jamais les mêmes. Je suis un génial. peu, touche à tout et surtout j'ai un peu ce toxic trait de me dire: «Je commence un truc
et je vais être super forte tout de suite et si je ne le suis pas, j'arrête et je Oh passe à là autre là, je suis chose. tellement de cette team-là aussi. Donc Aïe, ça, aïe. j'essaye de travailler dessus, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours testé 50 000 choses, même que ce soit au niveau des études. J'ai commencé, donc à la fac en Angleterre, j'ai fait 1 an de pub. Au bout d'1 an, j'en avais marre, donc je suis revenue en France et là, j'ai fait 1 an de LEA, petit changement de parcours, voilà, LEA anglais-espagnol. Pendant 1 an, j'ai détesté. Donc ensuite, j'ai rechangé. J'ai fait une licence 3, en com, et là donc je dis toujours que j'ai une licence puzzle, en fait, parce que j'ai une L1 en un truc, une L2 en autre chose Grave. et une L3 en autre chose. Et après, voilà, j'ai fait mon master en alternance donc à France Télévisions et à la sortie de cette alternance, j'en avais déjà marre d'être au bureau. J'en avais marre de faire, toujours les mêmes choses et donc je me suis dit: «Bon, bah, je me lance en free». Plein de gens m'ont dit: «Mais t'as pas d'expérience, t'es en sortie d'études, qu'est-ce que tu fais?» Mmh. Et au final, j'ai adoré. Ça m'a vraiment plu. J'ai fait ça pendant, je dirais, 2 ans, bien vraiment en full time et puis, j'en ai eu marre. Mmh. Et donc j'en avais marre là pour le coup d'être tout le temps toute seule, et puis surtout justement avec ce côté très sensible, quand tu fais donc j'étais vraiment dans le graphisme, je faisais du branding, enfin je fais toujours, mais c'était vraiment mon activité principale, branding et plateforme de marque et donc création de logos, de chartes graphiques et tout ça. Et là, pour le coup, tu te prends toute la journée des critiques sur ton travail qui Ouais. sont constructives, hein, la plupart du temps. Mais voilà, je mets beaucoup de cœur dans ce que je fais. Et donc, voilà, travailler une semaine sur un truc pour le proposer et que le client te dise c'est moche, au bout d'un moment, je n'y arrivais plus. Et c'est là où on s'est retrouvés, je crois. Donc, j'ai fait autre OK. chose encore. J'ai été chargée de com externe, donc dans la même boîte que toi. Mmh. C'était un remplacement de congé mat, donc ça m'allait très bien. J'adore les CDD, je fuis les CDI comme la peste. D'ailleurs, à la fin de ce contrat, on m'en a proposé un et j'ai dit non. Je suis retournée à mon activité, de free et puis, voilà, là, j'ai décidé que je commençais à en avoir vraiment marre de la com. Du coup, je suis devenue vendeuse en épicerie fine, Excellent. dans une épicerie, vraiment super sympa avec des produits canons. Et là, je faisais vraiment de la vente, quoi, hein, Ouais, toute la semaine. trop bien. Et j'ai adoré. En vrai, je suis partie parce que à cette époque-là, la boutique venait d'ouvrir et on n'avait pas beaucoup de monde et je m'ennuyais. Comme je disais, j'ai besoin OK. de faire des trucs tout le temps et là, on n'avait pas assez de clients et je ne peux pas rester assise toute la journée derrière ma caisse à attendre. Donc c'est pour ça que je suis partie, mais sinon, franchement, il y a des chances que je serais restée beaucoup plus longtemps. Après ça, mon conjoint est tombé malade et donc Mmh. on a décidé de partir. On est partis 9 mois en voyage en Amérique latine et au Canada. Et là, c'était trop bien sincèrement. Je me suis dit: «Mais je ne veux plus jamais travailler». Ah ouais, c'est génial la vie sans travail. Franchement, bah, je faisais quelques activités de freelance par-ci par-là, vraiment Ouais. pour mettre du beurre, dans les épinards, on va dire. Mais je cherchais pas, c'était vraiment au cas par cas et sinon, ouais, on a juste vraiment profité pendant 9 mois et c'était génial et je suis rentrée avec moins 200 €. J'ai vraiment mis toutes mes économies entières, dans ce voyage. Je suis rentrée avec rien du tout. Heureusement, j'ai le luxe d'avoir, des parents qui m'ont hébergée ensuite, pendant 6 mois pour pas que j'aie à payer de OK. loyer, donc clairement, c'est une chance. Mais voilà et donc pendant ces 6 mois, je me suis dit: «Bah, je vais aller faire des saisons avec mes parents» qui donc vendent de la tartiflette et des crêpes dans les festivals de musique OK. et je me suis dit: «Je vais aller avec eux» et donc en fait, j'ai adoré. Je me suis dit: «Mais pourquoi je fais autre chose que ça?» Je faisais beaucoup de saisons avec eux quand j'avais 18 ans, 16 ans, par là. Et ouais, j'ai adoré et je me suis dit: «Mais en fait, je veux faire ça, je veux rejoindre, mes parents, dans cette aventure-là». C'est la moitié de l'année, donc le reste de l'année, je peux garder mes activités pro que je fais d'habitude et comme ça, j'ai pas le temps de me lasser. Voilà et après donc en revenant de cette, saison-là, on m'a proposé de donner des cours de com, en école de commerce. Donc je fais ça aussi en parallèle, maintenant. Voilà, donc un petit peu fouillis, Non, mais mais c'est trop bien. Tu sais, c'est les carrières, je sais pas si tu connais les métaphores carrière abeille, girafe? J'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est Career Queen, une femme que j'aime trop, que je suis sur les réseaux, qui donne plein de conseils, pro, pour trouver le job, pour se dépatouiller d'un job qu'on n'aime pas. Enfin, j'adore cette femme
Et du coup, elle parle justement de au lieu de se dire qu'on a une carrière un peu atypique slash fouillis, que toi tu sembles avoir, que moi j'ai dans une moindre mesure et cetera. En fait, c'est plus une carrière abeille, en fait, juste on butine un peu partout, OK. plutôt que d'être en mode girafe, tu vois, à gravir les échelons dans exactement le même truc. Et en vrai, Ouais. ça me fait grave penser à ça, ton parcours. Par rapport à ce que tu disais, moi, ça a été difficile pour moi d'accepter, le fait que Mmh. justement j'étais pas une girafe qui allait gravir les échelons parce que j'ai toujours été hyper scolaire. Je dis souvent que mon apogée, c'était au lycée et à la fac parce que je suis très forte pour respecter des consignes, pour, Ouais, je comprends. apprendre des trucs par cœur, et donc l'école pour moi, c'était vraiment très, satisfaisant comme environnement et donc typiquement au lycée, on m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas S?» Parce que bon, on a des bonnes notes, donc ça veut dire qu'il faut faire S en France visiblement, même si ça n'existe plus, mais bon, Il m'est voilà. arrivé la même chose. Ouais et heureusement je n'ai pas fait, je suis allée en ES, même si dans mon cœur je voulais aller en L. Voilà, j'ai fait un entre 2. Mais pareil ensuite à la fac, on m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas de grandes écoles? Pourquoi tu vas pas?» Mais ça ne m'intéressait pas, mais du coup j'avais toujours ce truc en moi de quand même performance, de, il faut que je sois, responsable com d'une grande boîte, il faut que je gravisse les échelons, que je gravisse, c'est pas facile à On va dire, y arriver. que je gravisse les échelons. Il faut que, ouais, vraiment, j'ai une carrière linéaire à hauteur de mon potentiel. Je mets des guillemets vu qu'on est en en audio, je le précise, mais ouais et donc vraiment, c'est récent que j'ai accepté, en fait, c'est pas moi de faire ça. C'est pas moi de ouais, d'avoir une carrière, fulgurante, on va dire. J'ai envie de faire des trucs qui me font plaisir. Non pas le métier passion, parce que ça, je n'y crois plus, mais des trucs qui me font plaisir et qui, voilà, m'apportent ce que j'ai besoin et mon épanouissement, je le trouve en dehors du travail, en fait. Une fois, lors d'une soirée, on m'a dit un truc que j'ai retenu depuis et je le répète à tout le monde. C'est quelqu'un qui s'était reconverti d'un métier de prof des écoles, à, inspecteur des impôts, donc rien à voir. Mais en fait, en faisant son métier passion prof des écoles, il s'est senti extrêmement mal pour plein de choses parce que c'est très prenant émotionnellement. Et en fait, là, il m'a dit lors de cette soirée: «Je fais pas ce que j'aime, mais j'aime ce que je fais». Et genre ça a été un déclic pour moi en mode: «Bah ouais, en fait, on n'est pas obligé de faire genre ce pourquoi on vit, genre, let's go, ma passion suprême, mais par contre, on peut juste aimer ce qu'on fait. Et la question qui viendrait avec cette réflexion-là pour toi, c'est de savoir s'il y a, parmi toutes tes expériences que tu as eues là, est-ce qu'il y en a une qui a été, plus formatrice que les autres, une, je sais pas, que tu as plus aimée ou en tout cas qui t'a fait, un peu plus, t'ouvrir et te dire, «Ah ben ça j'aime bien», tu vois? Ou est-ce qu'elles sont toutes pareilles et juste à butiner au même niveau dans toutes tes expériences? C'est différent parce qu'il y en a qui ont été plus formatrices et il y en a que j'ai plus aimées, mais c'est pas les mêmes. OK. Typiquement, quand l'endroit où on a travaillé ensemble, pour moi, il a été hyper, formateur, parce que, bah, il y avait beaucoup trop de travail, Ouais. clairement, et donc ça m'a appris à faire vraiment professionnellement plein de choses, et à les faire bien. Et j'avais aussi une manager, top dans cette entreprise-là, qui avait vraiment confiance en moi et qui me mettait des objectifs, forts, mais du coup qui étaient très motivants et en fait, quand je suis partie de ce CDD-là, je me suis vraiment dit: «Waouh, j'ai fait plein de trucs en fait là, j'ai vraiment appris à faire plein de choses». Après, le contexte, pro en lui-même, fait que ce n'était clairement pas du tout mon expérience favorite. Je dirais franchement que mon expérience préférée, c'était peut-être la vente dans cette épicerie. Mmh. Parce que moi, comme je le disais, j'adore manger. Donc là, j'étais avec des produits, canons, toute la journée. Je faisais que goûter des trucs tout le temps. Je découvrais des Ah recettes, je ouais. découvrais des épices, c'était génial et surtout pendant la période de Noël, en fait, j'aidais les gens à faire des cadeaux et j'adore ça. J'adore, genre dans les langages d'amour, tout ça, tu vois? Moi, c'est vraiment Conseiller, le oh grave, voilà, faire des j'adore. cadeaux et donc là, c'était la réunion de mes 2 passions. Je voyais pas le temps passer parce que du matin au soir, c'était, vraiment busy, il y avait plein de monde et les gens venaient me voir en me disant: «Bon, bah, ma fille adore, le piment, j'ai 100 € de budget, faites-moi un cadeau» et c'était le rêve pour moi, c'était vraiment génial et en plus, je parlais à des gens toute la journée, enfin vraiment, très cool. Mais au final, j'ai pas «appris» entre guillemets grand chose, si ce n'est plein de choses sur, la nourriture. Ouais, OK. Ah, c'est grave, intéressant. Pour se sentir bien dans une expérience, on n'a pas forcément, même si on aime apprendre, ce qui semble être le cas de nous 2, on n'a pas forcément besoin d'être abreuvré de choses et d'apprendre énormément de choses tant qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est vraiment une Oui, c'est réflexion ça. très actuelle que j'ai là dans ma carrière, donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai dû, ça c'est un autre truc que j'ai dû déconstruire, j'ai dû accepter qu'en fait, le «challenge» entre guillemets, pro,
les objectifs, tout ça, c'est pas pour moi. C'est pas là où je me sens bien. Ça veut pas dire, que je ne veux jamais qu'on me donne des objectifs ou que je ne me fixe pas des choses à atteindre dans ma tête, mais tu vois, d'avoir des très gros KPI, d'avoir des gens derrière nous qui suivent, notre performance au pourcentage près et cetera, avoir des primes de performance, ce n'est pas pour moi. C'est vraiment, je n'aime pas ça et d'ailleurs quand je cherchais du travail en CDI, des choses comme ça là, en début d'année, dès que je voyais des choses comme ça à la performance ou, voilà, ouais, objectifs, élevés et cetera, c'est ça je ne m'épanouis pas, je ne me sens pas bien, dans mon quotidien, quoi. Ouais, c'est une réflexion que je partage aussi, parce Mmh, qu'il y a objectif et objectif. Il y a des gens qui écoutent là et qui ont jamais été dans ce type de poste où il y a vraiment des objectifs chiffrés. c'est ça. Là, dans ma dernière boîte, c'était même à la semaine. Ah C'est-à-dire oui, que déjà au mois, quand tu es commercial, c'est fatigant parce que tu remets les compteurs à zéro chaque mois. Donc ouais, tu peux ouais. avoir été bonne commerciale au mois de juillet. Si au mois de septembre, tu refais pas le même résultat, voire mieux, en fait, tu peux passer de très bonne à très nulle dans la tête de ton manager en l'espace de 2 semaines. C'est très dur à vivre. Donc, ouais, non, c'est horrible. Et Les pourtant objectifs chiffrés, pourtant toi, tu me donnes l'impression d'être très forte en objectifs. Enfin, j'ai l'impression ah que mais tu je les les dépasses tout atteignais, le mais à temps, mon détriment, émotionnel, en fait, où j'étais extrêmement stressée à l'idée mmh, de ne pas les atteindre, même si je les atteignais. Donc là, c'est un manque de confiance en soi et aussi, au détriment de l'équipe dans laquelle je travaillais. Là, dans ma dernière boîte, il y avait plein de personnes, dans l'équipe qui étaient plus juniors que moi et en fait, moi, je faisais, bah, le double de ce qu'ils faisaient eux, mais parce que j'avais plus d'expérience. Mais dans la tête des managers, c'était juste: «Ah bah, Maureen, elle est bonne et vous, vous êtes nuls». mmh. C'est extrêmement dur d'entendre ça en réunion, que les managers, voilà, dénigrent, les collègues et moi, comme j'ai beaucoup d'empathie, c'est un truc qui m'allait pas du tout. Donc ouais, même si on est fort et qu'on les atteint, on peut quand même se sentir, pas bien par rapport à ça. Donc ouais, non, les objectifs, là, dans mon prochain poste, je n'en aurai pas. Ça va me changer la vie parce que ça fait 5 ans que je n'ai Mmh. pas eu de poste, sans objectif chiffré, avec des pourcentages et tout, donc ça va me faire du bien, je pense. Est-ce que tu as une fierté que tu as connue sur un de ces postes, à nous raconter, dont tu es fière qui pourrait devenir là, Bah, quand même, ma boîte, le studio Chili Mango du coup, c'est vrai que j'en parle même pas tant parce que j'ai un peu arrêté la prospection, mais je suis quand même super contente d'avoir créé un truc de rien qui me permet carrément? de vivre, où j'ai quand même des bons retours, et majoritairement en bouche à oreille. C'est ce que je dis en fait, là je prospecte, plus et les clients arrivent, alors par réseau, par chance, par, coïncidence, mais aussi, parce que je pense que je fais du bon travail et j'ai de plus en plus des projets qui me plaisent et comme j'ai arrêté d'en faire mon activité principale, vraiment où du matin au soir je fais ça, j'ai beaucoup plus la capacité d'avoir un regard, critique, mais en bien et en mal. Parce que quand j'étais vraiment à fond dedans, tout ce que je faisais, je trouvais ça nul. Je me disais: «Mais pourquoi je fais ça? OK. Pourquoi je fais du graphisme? Pourquoi je tout ce que je fais est moche, j'ai pas de créativité». Enfin, j'étais vraiment dans un tunnel, de négativité, on va dire, par rapport à mon propre travail. Parce que, bah, tu as les retours clients qui te disent, «C'est pas bien» et moi, dans mon cerveau de perfectionniste, ça veut dire: «Tout ce que tu fais est nul». Ouais. Et donc là, le fait d'être partagé avec d'autres activités, j'ai beaucoup plus un regard critique, mais c'est pour ça que je dis en bien aussi, qui dit: «Mais attends, c'est pas mal ce que je fais, c'est joli, ça a du sens, les clients sont contents, je vois mes clients qui s'en saisissent et qui s'en servent, au quotidien et je trouve ça beau» et ouais, ça, c'est quand même une fierté, d'avoir réussi à créer ça. Ouais, grave. C'est un bon, exemple d'entrepreneuriat, réussi. Enfin, franchement, bravo à toi et par rapport au retour des clients, parce que ça se prête dans ce contexte-là, ça me fait penser au fait que enfin, tout le monde ne sait pas faire des feedbacks, forcément, tu vois, sans être, non constructif et méchant. Juste parfois, il y a des feedbacks qui peuvent être assez, durs, que ce soit de la part de clients ou de managers et plus on est empathique, plus parfois ils sont difficiles à recevoir ces feedbacks-là. Donc surtout là, si ça vient vraiment de toi et c'est ta boîte, c'est ton travail. Donc ouais, je comprends tout à fait que ça peut blesser, même si de base, c'était pas du tout, le principe et toi, tu as quand même du recul et tout, mais ça vient quand même, tacler tes émotions, quoi. Ouais, c'est ça, mais en même temps, ça m'a appris à être beaucoup moins, attachée, justement à ça. Ouais, Enfin, parce que je pense qu'il y a une part d'ego, enfin, c'est de l'empathie mélangée à de l'ego, je pense, surtout dans ces contextes-là, quand tu produis, des choses où c'est vraiment subjectif au final, c'est sur la beauté, donc ce qui peut plaire à une personne ne peut pas plaire à l'autre et toi, en tant que graphiste, tu as un peu une position de: «Bah, attends, je sais que c'est beau, pourquoi lui me dit que c'est moche?» et donc ça aide à déconstruire ça, je pense, quelque part, à ouais, à se détacher
émotionnellement des créations qu'on fait et d'être beaucoup plus, hem de progresser beaucoup plus parce que, on est prêt à entendre ces critiques et au début, quand j'envoyais, une proposition de logo, par exemple, j'étais je me rappelle, je les programmais, à 2 heures du matin pour que je puisse pas être réveillée quand, la personne me répondait. Au cas où elle me Ah réponde tout de ouais. suite, «J'aime pas», je voulais avoir le temps de profiter de ma soirée, et voilà et de me dire: «Bon, bah, au pire, j'aurai une réponse au réveil, mais je la verrai pas tout de suite». Alors qu'au bout d'un moment, c'est bon, au pire, ils aiment pas. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ouais, Donc grave. ça m'a vraiment aidée à progresser sur ça et justement à être moins, de savoir prendre des critiques en fait, tout simplement, qui est quelque chose, que tous mes managers m'ont toujours dit: «Jade, c'est pas parce qu'on te dit que ça, c'est pas bien, que tu es une mauvaise personne». Mmh. Ouais, que ça remet en doute, ta personne, ton travail global, c'est difficile à assimiler ça, je trouve. Est-ce que, tu es quelqu'un de compétitif, toi, dans le monde du travail? Parce que je pense avoir compris que non, mais c'est quoi ta tu vois, ta relation à la compétition, si on doit dériver un peu sur, ce sujet-là? C'est marrant que tu me dises que tu as compris que non, parce que je suis une personne hyper compétitive, Ah, c'est intéressant. hyper compétitive. OK. Les gens de ma famille et de mon entourage savent qu'il ne faut pas jouer au Time's Up avec moi parce que je peux faire des meurtres. J'exagère, mais je peux faire, je suis compétitive beaucoup trop, mais je pense que dans le monde du travail, j'ai toujours juste été dans des positions où je ne peux être compétitive qu'avec moi-même. J'ai rarement été finalement dans des équipes avec d'autres personnes qui font le même rôle que moi. Typiquement, OK. dans un rôle de commercial, tu as plein de personnes qui font la même chose que Mmh. toi et vos objectifs sont comparés. Moi, j'ai souvent été soit en binôme avec, une, manager, parce que je n'ai eu que des managers, femmes. J'ai soit été en binôme avec et donc bah, nos travails étaient complémentaires, soit dans une équipe avec d'autres personnes, mais complémentaires à moi, pas qui font le même, travail. En revanche, je suis super compétitive avec moi-même, même dans le monde du travail, c'est-à-dire je vais me comparer à mes objectifs précédents, je vais vouloir me dépasser tout le temps, je vais vouloir, dépasser les objectifs qu'on m'a fixés. Et même dans la vie, ouais, juste hyper compétitive, tout le temps. OK. Ah, c'est trop intéressant et justement, pourquoi j'aborde la compétition ici, c'est parce que ici, moi, je prône vraiment la compétition saine qui nous porte et qui porte les autres vers le haut, et du coup, c'est le moment du podcast où je sors ma boîte à outils sororité. C'est pour vraiment se donner des tips, entre compétitrices. C'est une sorte de fourre-tout où je récolte des avis, des expériences de femmes qui me permettent de me construire et de m'empouvoirer, mais sans faire du tort à celles qui m'entourent. Et la question que j'aimerais te poser, c'est, savoir si tu pourrais me donner, ta définition de la sororité, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, à cette question. Pour moi, la sororité, c'est, le fait de s'aider entre femmes. C'est le fait de se rendre compte qu'on vit les mêmes combats, qu'on vit les mêmes, qu'on fait face aux mêmes obstacles et que plutôt que de se nuire, plutôt que d'essayer à, voilà, marcher sur les autres et cetera, il faut vraiment se soutenir du fait qu'on est femme et du fait, je le précise, qu'on est femme blanche, qu'on est femme noire, qu'on est femme, arabe, qu'on est femme, en France, qu'on est femme où que ce soit, quel et de ne pas juste pas simplement soutenir les personnes qui nous ressemblent ou qui vont nous apporter quelque chose, mais de soutenir toutes les femmes, même celles, qui ne nous ressemblent pas ou qu'on n'apprécie pas particulièrement. Ouais, ce qui est pas forcément naturel, pour tout le monde, donc c'est important de le préciser, c'est clair. Soit c'est toi, c'est quoi ton rapport à la sororité, aujourd'hui, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le monde pro? C'est quelque chose que tu as conscientisé depuis longtemps ou pas? Dans le monde pro, je ne l'ai jamais vraiment conscientisé, je crois, parce que j'ai toujours travaillé qu'avec des femmes et donc ça a juste été naturel, on va dire, pour moi de se soutenir, dans ces contextes-là. Hem Et comme je le dis, j'ai jamais été en compétition directe avec des personnes, donc ça a toujours été assez naturel de se soutenir et c'était pas parce que c'était des femmes, c'est parce que c'était mes collègues et qu'elles étaient sympas. Maintenant dans la vie de tous les jours, on va dire que dans mes relations aux personnes, dans même la façon dont j'interagis, je sais pas, avec des gens dans la rue, c'est toujours dans ma tête. Si c'est une femme, je vais
souvent avoir envie d'aider, de dépanner, Mmh. d'écouter, à tort parfois, je pense. Mais ouais, c'est quelque chose qui est toujours dans ma tête, mais on va dire que professionnellement, je n'ai jamais fait face à des situations où la sororité n'était pas là. OK. Elle a toujours été là naturellement. Je ne Et sais le pas fait si de travailler avec des femmes, c'était un choix de ta part ou c'était complètement inconscient? Ou peut-être que ça a un rapport avec ton secteur d'activité, qui est plus féminin? Parce que dans la vente, c'est des métiers plus masculins, mais vraiment dans la création, graphique et la communication, peut-être qu'il y a plus de femmes aussi? dans la com, il y a beaucoup de femmes. Après, je sais que, par exemple, moi, j'ai eu des stagiaires, j'ai embauché, bah, tu vois, je dis qu'en fait, je conscientise pas la sororité, mais je choisis des filles, OK. généralement, pour donner un coup de pouce, en fait, pour, dire, «Tu vas être, mise à l'écart, assez souvent dans ta vie et moi, j'ai envie de te donner ta chance» et je pense qu'aussi, je m'entends bien avec les femmes, vraiment en général. Donc, dans des entretiens avec des managers femmes, bah, souvent le feeling, passe. Je pense que c'est ça. Hem, Après c'est sûr que je suis dans des secteurs beaucoup plus créatifs et que par définition, il y a plus de femmes, mais j'ai fait des entretiens, avec des hommes et généralement, bah, ça n'a jamais marché. Ou alors moi je le sentais pas, ou Ouais. alors c'est vrai que je suis en train de me rendre compte en fait là, en te le disant, que toutes les fois où je n'ai pas réussi des entretiens, c'était des hommes. Je suis pas en train de dire que c'est de la faute des hommes qui ne me choisissent pas, hein, parce que parfois c'est des femmes qui ont été recrutées à ma place, mais je pense que moi, d'essence, j'ai une connexion particulière avec les femmes qui fait que ça match, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une expérience de sororité que tu as vécue dans ta vie ou dans l'exercice, pro, récemment, ou pas, qui te viendrait pour nous la raconter? Bah là, ce qui me vient, je sais pas si pour toi, dans la notion de sororité, il y a une notion d'égalité. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à parler de sororité quand je pense à une manager. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, pour moi, ouais, mais en vrai, si carrément, hein, parce que même quand tu as un rapport, le mot est trop lourd, mais de domination entre, une manager, et une employée, en fait, la sororité pour moi, elle a totalement lieu d'être, là et c'est justement dans ces rapports-là où quand il y en a pas, c'est là, je pense, où c'est le plus destructeur, pour avoir eu des managers, moi, qui m'ont vraiment, fait beaucoup souffrir, c'est si je devais choisir, une relation où il faudrait mettre en place de la sororité, par excellence, ce serait vraiment, manager-employé, tu vois? Donc si, c'est intéressant. bah, moi, j dans ce cas-là, je crois que j'ai vraiment eu de la chance parce que toutes mes, expériences pro en entreprise avec manager, je pense à 4 personnes, heu, toutes m'ont marquée dans le sens où pendant la collaboration, ça s'est toujours vraiment bien passé et après la collaboration, ça a toujours perduré et donné d'autres relations. Même, je pense à ma manager de stage, de licence. Hem, on est resté en contact après. Quand j'ai lancé ma boîte, elle m'a contactée pour me donner du travail, vraiment au tout début quand je me lançais. On allait se faire des déj ensemble, même après, que j'ai fini mon stage. Elle avait, je sais pas, à l'époque 40 ans et moi, 19 quoi. Mais vraiment une bienveillance et une gentillesse. À mon alternance, à France Télévisions, hem, ma manager, c'est devenue une amie vraiment, Excellent. à proprement parler et je pense qu'un exemple que je peux donner de sororité qui jusqu'à ce jour me marque et que j'essaye de mettre en place moi parce que maintenant je manage des personnes aussi, notamment dans le cadre de la crêperie, c'est une fois j'étais malade, des douleurs menstruelles, horribles, vraiment moi j'ai de l'endométriose donc OK. vraiment horrible et j'étais en déplacement à Paris, sur Siège donc à France Télévisions et on organisait un événement, voilà, que ça faisait des mois qu'on travaillait dessus. C'était un atelier qu'on animait donc avec ma boss et j'étais mal, 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 mais vraiment, je sentais que j'avais la tête qui tournait mais bon, Mmh. c'était le début de mon alternance, j'avais pas envie de dire, j'ai mal au ventre quoi, je Ouais, pouvais grave. pas dire ça. Je suis arrivée dans la pièce où elle était en train d'installer les goûters quoi pour les gens qui allaient venir pour l'atelier, les post-it et cetera. Elle m'a regardée, elle m'a dit: «Ça va pas». J'ai dit: «Non là j'ai vraiment mal au ventre, à cause de mes règles». Elle m'a dit: «Tu vas à l'infirmerie, tu vas te coucher». J'ai dit: «Non mais on doit organiser ce truc». Elle m'a dit: «Mais je m'en fiche, tu vas t'allonger». Je suis allée à l'infirmerie, j'ai dormi 1 heure et demie, j'ai raté tout l'atelier, je suis revenue, elle m'a dit: «Mais il y a aucun problème, c'est pas grave, Mmh. ça s'est très bien passé, tu penses à toi en premier, tu étais pâle comme tout, c'est normal» et en fait, je me suis dit: «Waouh!»
j'ai même pas eu à demander, j'ai même pas eu à dire. En fait, elle m'a entendue, elle a été full empathique sur, ce que je ressentais et voilà, elle a sacrifié notre projet pour que je puisse aller, dormir et je pense que ça, c'est l'exemple même de la sororité en entreprise et maintenant j'essaye vraiment moi d'appliquer ça avec, les personnes qui travaillent pour moi quoi, de comprendre et de faire se sentir à l'aise de t'exprimer sur tous les sujets où ça peut mal aller, où tu as un problème, et cetera et savoir que tu vas être écouté et entendu, surtout. Ouais, grave. Surtout que là, c'est un sujet qui concerne exclusivement les personnes qui ont un utérus. Donc, du coup, je pense que ça peut être difficile pour des managers hommes de vraiment se projeter là-dedans, même si on en parle plus maintenant. Bien sûr. Mais ça aurait été, tu vois, je sais pas, quelque chose de plus universel où tu as une gastro. Elle aurait dû avoir la même réaction de non, mais là, t'es pas bien, tu vas à l'infirmerie, pareil, ou rentre chez toi. Ça, c'est un beau geste. Moi, j'aime bien ce genre de geste-là parce qu'après, tu le vis, tu te rends compte que ah mais c'est possible du coup de réagir comme ça et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a sauvé Exactement, sur le moment et du coup je vais le réitérer moi dans ma pratique pro après et ça fait que des cercles vertueux où on se repasse comme ça les bonnes les bons tips et les bonnes attitudes donc ouais non chapeau à elle, c'est trop bien. carrément. Puisqu'on est dans l'édition pro du podcast, est-ce qu'il y a peut-être une femme, une professionnelle qui t'inspire ou qui t'a inspiré au quotidien? Après, ça peut être une proche, une collègue, quelqu'un de connu ou même parfois on m'a cité des personnages fictifs si ça te vient. Bah, en fait, moi, du coup, je vais faire un petit peu une réédite, mais c'est cette manager, là, qui maintenant, comme je le dis, est devenue une amie. Elle s'appelle Hélène Amoussou, elle OK, travaille à France Télévisions et elle m'inspire, par, bah, justement sa gentillesse et sa bonté pour tous ses collaborateurs. C'est pas juste moi, c'est pour toutes les personnes avec qui elle travaille génial. et surtout, elle a une énergie et une volonté de travailler que je n'ai jamais vue ailleurs en entreprise. On dit souvent qu'on se match parce que je me suis souvent retrouvée en entreprise avec des gens qui avaient pas la pêche ou qui avaient plus envie ou qui étaient là pour être là. Hélène, je l'ai jamais vue, avoir la flemme de faire quelque chose, parfois à tort. C'est-à-dire que je pense que parfois elle en fait un petit peu trop, mais c'est une boule d'énergie, et elle est plus âgée que moi, hein, elle doit avoir, 45 ans par là maintenant, mais elle est toujours à s'éduquer, toujours à être, dans le mouvement, toujours à vouloir apprendre et à partager et à donner des chances à des gens et à croire, en tout le monde. Enfin, en tout cas, avec moi, peut-être que je parle au global, peut-être que c'est juste moi qui ai de la chance, mais je ne pense pas. Elle est vraiment comme ça, au quotidien, j'ai l'impression, dans ses interactions. Et quand je me suis lancée pour Chili Mango, elle m'a tout de suite, donné des contrats. Dès qu'elle a un truc qu'elle peut me faire faire, elle m'appelle. Ouais, je sais pas, c'est vraiment une personne que je trouve, inspirante de rester aussi, alignée avec ses valeurs en entreprise et à ne pas perdre sa «flamme», on va dire, entre guillemets, surtout après 30 ans de carrière dans des grosses boîtes comme Levi's, France Télévisions, à Ouais, réussir à rester, motivée et bienveillante comme ça. Donc j'espère pouvoir être comme ça aussi. ouais grave. Elle a l'air de t'avoir marqué, c'est Ouais. beau. Est-ce que, comme on n'est pas radin en reco, ici, est-ce que tu as d'autres femmes qui t'inspirent dans la vie, toi sinon au quotidien? D'autres femmes qui m'inspirent au quotidien, ma mère. Ça va pas vous Mmh. aider vous, à avoir des contacts avec elle, mais pareil, c'est une femme, qui a 57 ans, qui bosse dans les festivals de musique. C'est un travail hyper physique, Ah hyper ouais, de ouf. fatigant, et qui tout le monde lui dit: «Comment vous faites pour toujours avoir le sourire?» Elle peut travailler de 7 heures du matin à 2 heures du matin, dormir, 3 heures, être là le lendemain et elle a le Ah là là. smile, elle a un mot doux pour tout le monde, elle a un goût incroyable en tout, que ce soit pour manger ou pour, décorer ou pour faire des choses visuelles. Elle est à l'avance des tendances, je ne sais pas comment elle fait depuis toujours, même maintenant. Des fois, je passe des musiques en soirée et on me dit: «Mais c'est génial ça, c'est quoi?» «C'est ma mère qui m'a envoyé ça, c'est ma mère qui c'est ma mère qui digue des sons». Donc Incroyable. vraiment, ouais, ma mère est une inspiration, quelque chose, d'un petit peu plus utile peut-être, pour les gens. Virginie Despentes. Mmh. Plus accessible, pour vous de la rencontrer ou de la lire. Je sais qu'elle est controversée parfois, mais moi vraiment, j'adore
le fait qu'elle n'en ait rien à faire. Ouais, c'est ça. J'adore, la brutalité de ce qu'elle dit. Je suis pas nécessairement d'accord avec tous ses points, mais elle m'inspire dans le fait de dire: «En fait, je suis ce que je suis et je le dis et je le dis comme j'ai envie et si ça ne vous plaît pas, tant pis». Ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'essaye de faire, de Mmh. prendre de la place, en fait, et de même quand on n'a pas envie de me la donner, en tant que femme de je sais pas quel âge elle a maintenant, queer, hem, moche comme elle se décrit, même Mmh. si je ne suis pas d'accord. Mais voilà, elle a dit: «Vous voulez pas me laisser de la place? Je m'en fiche, je la prends et je vais la garder». Voilà, Mmh. et ça, je trouve ça super inspirant. Ouais, elle est très inspirante et finalement sa communication, un peu, extrême, extrêmement brute de pomme comme ça aussi, ça marque et c'est ça qui est efficace, tu vois? Finalement donc non franchement c'est une femme, incroyable. Et puis elle a trop de talent. En Ah plus de bah, ça, c'est oui. même outre ça, même si on n'est pas féministe, même si on n'est pas engagé, même si on n'est pas queer, n'importe qui lit Vernon Subutex, n'importe qui lit Bye Bye Blondie, n'importe qui lit Apocalypse Now, se prend Apocalypse Now, Apocalypse bébé plutôt, se prend une claque en fait parce qu'elle est forte, elle est trop forte, elle a un talent de Mmh. ouf, pour écrire, quoi. Ouais, grave et elle était passée dans le podcast, La Poudre aussi pour ceux qui préfèrent peut-être les contenus audio. Moi, j'avais adoré cet épisode, qui est un peu à rallonge parce qu'il est divisé en 2, mais il est Mmh. trop bien franchement, ça s'écoute, trop bien. Qu'est-ce que tu dirais toi à une femme qui est un peu perdue dans le monde du travail aujourd'hui? Parce que je suis entourée de plein de femmes qui sont ultra paumées. Est-ce que tu aurais des choses à leur dire, aujourd'hui? Bah, je leur dirais la même chose que je dis à mes élèves, je pense, qui est, «Tu peux faire ce que tu veux». Mais vraiment, dans le sens où bien sûr, c'est un privilège de se dire, «Bon, bah, moi, par exemple, je suis partie voyager 9 mois, j'ai arrêté, mais j'ai la liberté de pouvoir faire ça parce que j'ai le fric et cetera». Je comprends tout à fait qu'il y a plein de personnes qui puissent pas faire ça, qui ont des hypothèques de maison, des enfants et cetera, bien sûr, je l'entends. En revanche, il y a toujours moyen, si vraiment on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, de faire des ajustements sur certains aspects, pour se sentir plus aligné et pour se sentir bien. Je pense qu'on n'est jamais autant enfermé dans une situation que ce que l'on pense. Même en en entreprise, si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, il est possible de négocier une rupture conventionnelle, de pouvoir prendre ce temps pour, se former à autre chose et cetera, ou juste tout simplement de changer de secteur, de changer de département dans la boîte, ou voilà, et de prendre le temps, et avant tout ça, de prendre le temps de se demander: «Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Qu'est-ce qui est important pour moi?» Peut-être que je vais, travailler moins, gagner un peu moins d'argent, mais au final avoir, la moitié de ma semaine qui est libérée pour, faire de la poterie parce que j'adore, la poterie. Voilà, s'aligner avec ses valeurs, parce que du coup après tout on se sentira beaucoup moins perdu parce qu'on va être, nourri au quotidien par plein de choses, et puis, ouais, se donner les moyens de changer ce qui nous plaît pas. Même si j'entends que c'est super privilégié de pouvoir dire ça, de dire se donner les moyens, on pourrait entendre que les personnes qui ne le font pas, bah, sont feignantes et cetera. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire que ça fait peur de changer, ça fait vraiment peur, et je pense que des fois on s'enferme mentalement dans des situations où en fait on n'est pas si enfermé que ça. Je le sais pour l'avoir fait, pour être Ouais. restée longtemps dans des situations où je me disais: «Mais de toute façon je j'ai pas le choix, c'est comme ça». Je vois mes amis aussi enfermés dans des situations dans la vie et au travail qui, ne les plaisent pas, et un jour elles ont un électrochoc et d'un coup tout se met en roulement, et je pense que Mmh. c'est vraiment possible de changer ce qui nous convient pas. Ouais, grave. En demandant de l'aide aussi, c'est aussi possible, parce que tu vois, Bien sûr, parfois on se dit, «Ouais, que je commence par où et tout?» Déjà par en parler à d'autres gens qui ont peut-être été dans la même galère, en vrai, ça peut carrément, débloquer le truc, quoi. exactement. Est-ce que tu aurais 3 conseils importants pour naviguer dans le monde du travail selon toi? 3 conseils, courts et que les gens peuvent retenir. Entretenir ses relations, pas faussement, pas, faire du voilà, faire semblant de bien aimer les gens pour tirer quelque chose d'eux, mais les relations qui sont importantes au travail, les gens qui nous marquent, les entretenir. Envoyer un petit message de temps en temps, inviter un déj, dire: «Je pense à toi», répondre à un questionnaire, voilà. Parce que derrière, ils vont vous le rendre, et justement, si un jour vous avez Ouais. besoin d'aide ou vous avez besoin d'une opportunité, bah, ces personnes-là, si le lien est sincère, elles seront là.
Ça, je pense que c'est super important et ça rejoint la sororité aussi, hein, qu'on se disait tout à l'heure. Bon, ça Carrément. marche aussi avec les hommes, mais voilà. Deuxièmement, être flexible. Hem, Pas flexible dans le sens où on peut l'entendre parfois en start-up, oui, il faut dire oui à tout, rester jusqu'à n'importe quelle heure et cetera. Non, je veux pas dire ça. Je veux dire tentez de faire des trucs que vous savez pas nécessairement faire. Dites oui, au projet qu'on vous propose qui est peut-être pas nécessairement aligné avec ce que vous faites exactement. Hem, Dites oui, aux voyages de presse qu'on vous propose et cetera. Heu, oui, acceptez de changer d'endroit, acceptez de tester des choses, différentes, même quand on croit qu'on n'en est pas capable, parce que ça rejoint ce que je disais avant, ça va peut-être nous ouvrir sur des choses dont on n'avait pas idée et qui vont être super, enrichissantes et importantes. Et la dernière chose que je dirais, c'est d'être gentil. Ça paraît, Mmh mh. très bisounours, mais moi, j'essaye toujours d'être gentille avec les gens en entreprise et généralement, du coup, les gens sont gentils avec moi parce que, je vais essayer de rendre service ou je vais répondre présent ou juste je vais sourire ou je vais faire des blagues et cetera et donc en retour, les gens sont plus enclins à vous aider. Mais même sans ça, du coup, on est aligné avec soi-même parce qu'on n'est pas Ouais. méchant avec les gens, on n'est pas en train d'essayer de grappiller des choses, on est juste nous-mêmes, agréables et voilà, comme ça, on est apaisé et on se sent mieux, dans le monde du travail, si on n'est pas en train d'essayer de faire du mal aux gens. Ça fait très bisounours ce que je dis encore une fois, mais je pense sincèrement que c'est super important pour évoluer et pour être bien avec soi-même, professionnellement. Ouais, c'est un bon rappel, c'est très important effectivement. C'est bientôt la fin de l'épisode, mais avant ça, Jade, je voulais te, poser quelques petites questions supplémentaires sur toi. Déjà, sachant qu'en plus, voilà, tu es un peu une petite abeille, quelles sont tes passions dans la vie? Tu vois, vraiment dans la vie perso, est-ce que tu as des passions, que tu aimes bien? La lecture, c'est vraiment, ma passion. Je lis énormément, ouais, j'adore tout. Tous les J'ado styles, Ouais, enfin, bon, je suis pas très romance, on va dire, mais j'adore la fantasy, j'adore les mémoires, j'adore, la science-fiction, les dystopies, en anglais, en français, voilà. Il y avait une période de ma vie quand j'étais petite, je lisais 6 livres par jour. Vraiment, voilà, Trop bien. j'adore ça et d'ailleurs, je pense que les gens devraient lire plus et Eh oui. surtout se rappeler qu'en tant qu'adulte, il y a autre chose que les livres de développement personnel. On a le droit de lire pour s'amuser. On a le droit de lire juste pour, pas apprendre. Là, pour le Ouais, coup, grave. je pense Ouais, que c'est j'ai plein d'amis qui me disent: «J'aime pas lire». Je dis: «Bah oui, c'est normal. Tu lis que pour apprendre des choses. C'est pas même si c'est bien, c'est pas nécessairement, fun». ouais, il y a pas que ça, quoi. Ouais, Ouais. ça c'est un bon rappel. C'est quoi ton prochain projet, pro ou perso, que tu as envie de partager, avec nous? Mon prochain projet perso, c'est de courir le semi-marathon de Nantes en Waouh! avril. Voilà. Maintenant, je me suis inscrite, maintenant il faut le faire. OK, et tu cours Donc déjà un peu ou c'est genre, oui. from scratch, ouais, tu cours déjà un Oui, peu? oui, je cours déjà, ça fait un petit moment, mais pas vite. Donc c'est un bon travail justement de lâcher prise sur la Mmh. compétition avec moi-même. Je sais que je vais pas vite, je sais que les gens vont aller beaucoup plus vite que moi, mais je vais essayer de l'accomplir, quand même. Donc compétition positive dont on parlait tout à l'heure, Ouais, je c'est pense que ça, c'est un bon et on en exemple. revient à ton tips aussi de, quand même accepter de saisir une opportunité dont on se sent pas forcément capable sur le moment, mais on se dit: «Bah, de toute façon, je vais faire en sorte de y arriver, je vais apprendre et tout», Exactement. c'est super. Est-ce que tu as une reco culture à donner pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit livre, podcast, série, contenu inspirant sur lequel tu es tombée, récemment? J'ai un podcast que je conseille tout le temps, mais je ne sais pas si je peux le dire là, parce qu'il s'appelle «La politique des putes». OK. Donc je Normalement, sais pas c'est bon, je crois pas qu'il y ait des histoires, tu vois, de strike ou quoi sur, Spotify, genre: «C'est mon podcast, je fais ce que je veux». Vas-y, raconte quoi ce podcast? Ça m'intéresse. La politique des putes, c'est un podcast, je crois, en 10 épisodes, c'est assez vieux maintenant, OK. qui est dispo sur Spotify, enfin partout et qui parle de la condition de prostituée du point de vue d'une prostituée, qui interviewe d'autres prostituées et en fait, c'est super rare de pouvoir parler du travail du sexe, du point Ouais. de vue des personnes qui le font et en fait, moi, ça a révolutionné ma façon de voir la prostitution. Ça a cassé plein de préjugés que j'avais. Je suis pas en train de dire qu'ils disent que la prostitution, c'est génial et cetera, mais en fait, le fait d'entendre les gens parler de ça, hem,
de leur point de vue de personnes qui le font, en fait. Il y a des escortes de luxe comme, des personnes de l'esclavagisme du sexe, quoi. Mmh. Hem, c'est passionnant et ça casse plein d'a priori. Ouais. Maintenant, si tu veux une reco moins celle-là, Pierre, prends-la pour toi. Si tu veux une reco plus, Non, elle sera dans le podcast, c'est très bien que les gens aillent écouter, c'est très important. une reco plus, light, on va dire que c'est un livre, qui est mon livre préféré de l'année, qui est, alors comment ça s'appelle en français? Attends, faut que je vérifie. Ah, Cuisine et confidences, Waouh, d'Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, c'est un chef, super connu qui est mort en 2018. OK. C'est le meilleur mémoire que j'ai lu de ma vie. Vraiment, c'est on a l'impression de lire un thriller, c'est drôle, c'est si jamais vous avez à n'importe quel moment de votre vie travaillé en restauration, c'est, vraiment pertinent et hilarant et cru et ouais, ça se lit tout seul, c'est vraiment génial. C'est difficile à expliquer parce qu'il parle de sa vie en cuisine, Ouais, mais on a l'impression de lire un Stephen King, quoi. C'est waouh. Ouais, vraiment, c'est intriguant. ouais, excitant et passionnant. Voilà. Trop bien. Bah, merci pour la reco. Et du coup, la question finale que je te pose, Jade, pour résumer, comment faire preuve de sororité au quotidien dans le monde du travail? Être à l'écoute. Donc pas faire d'a priori sur, les personnes qui sont en face de nous, mais vraiment être à l'écoute de leurs problèmes et les entendre. Comme je disais tout à l'heure, les entendre et agir, par rapport à ça. Ça fonctionne qu'on soit manager, ou qu'on soit tout simplement avec nos collègues. Je pense que voilà, c'est vraiment super important d'être à l'écoute et d'entendre quand les gens vont mal ou quand les gens vont bien. Enfin, juste de pouvoir, agir et changer ou perpétuer certaines choses et donner des chances. Ça, pour moi, c'est hyper important. Mmh mh. Quand on arrive dans une position où on peut tendre la main à une jeune femme ou à une autre femme, le faire, en fait. Il y a de la place pour tout le monde, il y a des opportunités pour tout le monde et ça déjà, ça te fait du bien à toi, je trouve, de pouvoir aider quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est super, important de laisser la chance à d'autres personnes, comme on a pu nous laisser la chance dans la vie ou si on nous a jamais laissé la chance, bah, de pouvoir casser ce cycle-là et ouais, donner des opportunités, à d'autres femmes. Grave, je suis super alignée. Merci beaucoup, Jade, en tout cas, d'être passée dans le podcast. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir de tes nouvelles et d'avoir pu capturer, ton parcours, abeille comme ça qui, je suis sûre, inspirera, beaucoup de gens parce que moi, déjà, ça m'inspire beaucoup ce type de récit-là. Donc merci Bah, pour ton merci à temps. toi. Merci à toi de m'avoir parlé, c'était super. Salut, à la prochaine. Salut! J'espère que cet épisode t'a plu. En tant que femme, appliquer la sororité au quotidien m'a donné l'opportunité de ne plus nous voir comme des ennemis, mais comme des alliés. Depuis que j'ai découvert le principe de sororité, mes interactions avec les autres femmes ont complètement changé. Et j'espère que cet échange t'a inspiré à voir les choses différemment. Si tu penses à une femme inspirante de ton entourage, qui a des histoires à raconter sur le monde du travail, n'hésite pas à lui parler du podcast Oh les Sœurs Édition Pro et à lui dire de me contacter sur LinkedIn ou Instagram si elle souhaite juste papoter ou carrément passer derrière le micro. Enfin, si tu peux prendre le temps de donner 5 étoiles au podcast et de le partager pour m'aider à le faire découvrir à d'autres personnes, je t'en serai très reconnaissante. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Oh les Sœurs. Tchuss!